Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. 544 milliards de dollars en 2024. C'est le montant des mises moins les rétributions versées aux gagnants de l'industrie mondiale des jeux d'argent. Casinos, loteries et autres paris sportifs. Comme tous les secteurs, celui des jeux d'argent se globalise avec ces multinationales qui s'affrontent sur un marché de plus en plus compétitif. Pour en parler, je reçois Aurélie Dièvre, directrice générale de Sportsora, association qui regroupe les acteurs professionnels du sport, Boris Lebeau, professeur de géographie à l'université Sorbonne Paris-Nord, co-auteur de Géopolitique des jeux d'argent au Cavalier Bleu, et Kevin Vessière, expert en géopolitique du sport, fondateur du média Football Club Geopolitics et auteur de Mondial 2026 Paris chez Max Milo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Je voudrais qu'on commence déjà par des chiffres qu'on va voir apparaître. C'est d'abord le produit brut des Jeux mondiaux d'argent. En 2024, regardez, 544 milliards d'euros. Donc on voit décliner ici 288 pour les casinos, 140 pour les loteries, 115 pour les paris. On était en 2014 à 423 milliards de dollars, d'où la progression. Autre chiffre intéressant, c'est le top 9 des pays par le chiffre d'affaires des jeux d'argent. Et on voit évidemment à la place numéro 1 les États-Unis, suivis par la Chine, le Japon et Macao. Bon, ça c'est l'autorité nationale des jeux qui met à part Macao. Moi, je mettrais Macao dans la Chine. Ça appartient bien à la Chine. Et vous voyez que la France est plutôt au bas du tableau avec 14 milliards, soit 2,6%. Bon, voilà pour les chiffres, Boris Lebeau. Ça confirme ce que vous expliquez dans votre livre, cette géopolitique des jeux d'argent, cette globalisation. Oui, tout à fait. Et là encore que ce n'est que la partie émergée des jeux. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en réalité, on est incapable de quantifier les mises totales dans le monde des jeux. Si vous prenez par exemple, nous on a fait des combats de coq avec Marie, on a participé à des combats de coq au Cambodge. Marie, c'est la côte. Marie Rodon, Ouais. ma collègue. Ouais. Il n'y a pas de statistiques sur ces chiffres, on ne peut pas savoir combien sont misés. Et si vous mettez bout à bout toutes ces pratiques illégales du jeu, notamment le jeu en ligne qui échappe en grande partie aux autorités nationales, on estime que 80% du secteur des jeux en ligne est illégal. Vous voyez... 80% des 115 milliards. Ah ouais. Faut rajouter ces sommes. Exactement, il faudrait presque doubler en réalité les 540 milliards là, que vous venez nous citer comme chiffre pour avoir un ordre d'idée des masses monétaires qui circulent dans le monde autour des jeux d'argent. Ouais. Ouais. Et ça, c'est une évolution récente, cette mondialisation, cette globalisation. C'est une évolution qui est assez récente, hein, en tout cas depuis le début des années 2000. En 2014, la banque JP Morgan, me semble-t-il, avait fait une estimation qui était déjà 100 milliards inférieure à celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, vous voyez des taux de croissance qui sont absolument phénoménaux sur ce secteur des jeux d'argent, qui sont en croissance un peu partout dans le monde. Ouais. Kevin Vessière, étonnant ou pas, sachant que, bon, évidemment, les États-Unis sont numéro 1, mais la France numéro 9, c'est pas... Non, c'est pas non plus étonnant parce que la France, ça reste quand même un pays de sport, notamment au niveau des supporters. Après, ce qui est intéressant à noter, c'est aussi effectivement l'évolution qui a été marquée par rapport à 2014, notamment on regarde par exemple pour la Coupe du Monde 2022, il y avait des augmentations en tout cas en termes de paris sportifs importantes par rapport à celle de 2018, et pour celle de 2026, ce sera encore le cas, puisque là on a en fait ce qui augmente le nombre en tout cas de paris et aussi de joueurs, c'est le fait qu'il y ait en tout cas plus de matchs, plus d'équipes. Et là, avec une FIFA qui propose une Coupe du Monde maintenant à 48 équipes avec 104 matchs, ça augmente le nombre de paris dans des pays autres comme les États-Unis qui sont aussi très forts pour, en tout cas, faire du sport plus qu'un simple sport, mais en tout cas un spectacle de diffusion et donc rendre en tout cas cette Coupe du Monde encore plus grande qu'elle ne l'est, alors qu'elle est déjà vue par 5 milliards de téléspectateurs. Aurélie Devière, là encore... Vous, ce qui intéresse, c'est plutôt la France, 9e, 14 milliards. L'Italie est quand même devant avec près de 22 milliards. Ça vous inspire quoi, de l'espoir en disant ça va se développer en France et du coup, indirectement, profiter au sport français ?
Oui, alors on le voit. Alors chez Sportsora, on est le réseau leader de l'économie du sport. On analyse les grands chiffres et on discute avec tous les acteurs en fait du sport français. Et ce qu'on sait, c'est que le sport, les paris sportifs financent en grande partie. Ils sont chez vous, hein, les paris. Oui, bien sûr. Les opérateurs de paris sportifs sont en partie, enfin aussi membres les plus gros sont adhérents chez Sportsora et on discute avec eux très régulièrement. Et sur les fameux 14 milliards, il y a une grosse partie de recettes fiscales qui vont à l'État. Hein. Il y a des recettes fiscales qui sont de l'ordre de 1 milliard d'euros qui reviennent à l'État. Et sur ces 1 milliard, il y en a 200 millions qui reviennent directement au sport français, par le biais de l'Agence nationale du sport. Donc on le sait, donc ça finance. Plus ce chiffre augmente, plus le sport français aura de l'argent. Oui, voilà. Alors, la loi de finances de 85 avait autorisé les paris sportifs dans cet objectif-là aussi, de contribuer au développement du sport français. Donc, on est complètement là-dedans. Après, on peut être pour ou contre les paris sportifs. Dans tous les cas, si on est contre, ils vont quand même se développer de façon illégale. Donc, il vaut mieux, et en France, on a la chance d'avoir l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux. Voilà, l'Autorité nationale des jeux, qui contrôle tout ça et qui régule et qui discute énormément avec tous les opérateurs de paris sportifs pour faire en sorte qu'il y ait le moins de dérives possible. Donc on a cette chance-là. En France, on a cette autorité qui contrôle, qui dicte un peu les lois et qui travaille de façon très proche avec tout le monde pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de manipulation sportive, le moins de blanchiment possible et puis le moins d'addiction possible aussi au jeu. Boris Lebeau, vous avez commencé votre travail en étudiant sur le terrain, vous êtes géographe. Las Vegas, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit évoluer ? Est-ce que, c'est une question d'argent, donc fiscalité en plus pour les États, ou il y a autre chose aussi? Est-ce qu'il y a un peu d'influence, de soft power dans la volonté des États développer ces secteurs? Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'on voit se développer, j'ai beaucoup étudié les casinos. Ouais. Les casinos, on les voit se développer un peu dans beaucoup de pays parce que ça ramène de l'argent, tout simplement. Et ils vont se développer en France. Hein. Et ils vont encore se développer en France. Alors, on a déjà un réseau extrêmement important, plus de 200 casinos. Hein. C'est pour ça aussi que les chiffres d'affaires sont assez importants sur la France. Puis c'est un vieux réseau qui a été structuré avec le temps, avec une politique de régulation intéressante. Mais il faut bien voir que c'est beaucoup d'argent qui est brassé. Et aujourd'hui, les revenus du travail, ils ont tendance à s'amenuiser un petit peu partout dans le monde. En tout cas, ils progressent beaucoup moins vite que dans les années 70-80. Donc, c'est une source d'argent pour les habitants. Et comme vous dites, avec des régimes de fiscalisation, on peut faire profiter les États et les territoires locaux des retombées fiscales des jeux. Donc là, c'est une donnée importante aussi. Hein. Par exemple, en France, là, les municipalités qui se sont vues supprimer tout un tas de taxes, la taxe d'habitation, la baisse de leur dotation globale de fonctionnement, etc. Aujourd'hui, elles regardent d'un autre œil l'arrivée des casinos en se disant certains casinos peuvent être fiscalisés jusqu'à une quinzaine de % de leurs revenus qui tombent dans l'escarcelle des finances communales. Vous voyez que les communes, elles arbitrent assez vite entre la morale par exemple, pour le développement, Las Vegas on connaît, mais le développement de Macao, même le développement en Russie, si c'est interdit sur des places comme Vladivostok, c'est quoi l'objectif? C'est faire de l'argent pour l'État ou c'est faire de l'influence? C'est faire de l'argent à la fois pour l'État, c'est aménager l'exception pour que des pratiques puissent avoir lieu. Macao, si on prend le cas de Macao, on pourrait assez facilement imaginer que Macao, c'est une espèce de plateforme de blanchiment de l'argent de l'économie chinoise. Parce que vous avez énormément de corruption dans le système de construction, dans le BTP, etc. Il faut bien que cet argent, à un moment soit blanchi. Or, les Chinois ont une sainte horreur du fait que les capitaux de Chine sortent de Chine pour aller s'investir à Vancouver ou ailleurs, ou à Singapour. Ils préfèrent que ces capitaux restent investis en Chine. Donc, c'est un moyen d'avoir construit une localisation touristique, Macao, autour d'hôtels casinos, ce qui permet aussi de diversifier l'économie chinoise, qui était jusqu'à présent très orientée vers l'industrie, etc. Donc là, on diversifie vers le tertiaire. On permet à certains hommes d'affaires de blanchir discrètement, parce que c'est quand même le gros des recettes des casinos de Macao, ce qu'on appelle les baleines, les gros joueurs qui viennent blanchir de l'argent. Et on crée une destination touristique comme ça dans le sud de la Chine, qui rayonne aussi sur tout le sud-est asiatique. Et puis alors, on peut aussi en parler, c'est-à-dire que quand on fait venir des casinotiers américains, parce qu'il y a des opérateurs américains qui sont venus s'installer à Macao, les Chinois n'ont pas sélectionné n'importe quels opérateurs. Ils ont pris notamment deux opérateurs importants, Wine et Sands, et dont les patrons sont les principaux financeurs du Parti républicain américain.
Oui. Donc ça veut dire que quand les principaux financeurs du Parti républicain font de l'argent en Chine, vous voyez, d'une certaine façon, la Chine a aussi la main sur ce qui se passe aux États-Unis. Aurélie Dièvre, suffisamment régulé en France pour éviter les dérives, à la fois sur les casinos, les paris sportifs, etc. Est-ce que les opérateurs qui sont à Sportsora demandent plus de régulation ou au contraire demandent d'ouverture ? Non, ils travaillent très très bien avec l'ANJ justement pour être régulés. C'est un souhait de leur part, je pense, parce qu'ils veulent que leur activité continue d'être autorisée. Donc ils jouent le jeu et ça leur va très bien comme ça. Ils mettent en place, notamment via l'IA, des contrôles sur les paris en temps réel pour voir, typiquement là sur la Coupe du Monde dont on parle, il y a un gros risque de manipulation de jeu, de fait de jeu, parce que pour un match de poule, il va y avoir 3 milliards d'euros de paris à travers le monde. Donc c'est colossal. Et c'est vrai qu'en France, donc, on a cette chance-là de contrôler, pour éviter aussi l'influence sur le jeu, la manipulation du jeu. Kevin Vessière, suffisamment contrôler le football ? Après, c'est le sport roi de toute façon. Après, c'est vrai qu'en 2026, on a pu noter une augmentation des paris sportifs parce qu'on est sur une année faste en termes d'événements sportifs. On a les Jeux d'hiver Milan-Cortina, cette Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique, donc avec des calendriers qui sont plutôt alignés avec le public nord-américain et le public européen. C'est plutôt eux, en tout cas, qui vont suivre cette compétition. Après, il y a le public effectivement asiatique qui peut également suivre et parier. Mais là-dessus, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement, on voit que le football, ça va être en tout cas la locomotive de ces paris sportifs pour l'année 2026. Et effectivement, en France, en tout cas, c'est régulé. Mais après, il faut voir comment c'est régulé autre part pour qu'il n'y ait pas de dérive qui puisse être mise en place. Alors, excusez-moi, mais quand on dit que c'est régulé, ça veut dire concrètement quoi ? Qu'on ne joue en France qu'avec les acteurs qui sont autorisés. Mais moi, je suis désolé, je peux jouer aussi avec un acteur qui n'est pas autorisé, mais qui est installé aux États-Unis ou dans les îles Vierges. Oui, effectivement. En France, il y a 18 opérateurs qui sont agréés par l'ANJ. Français tous ou pas ? Alors, ils ne sont pas tous français, mais ils sont obligés de se faire agréer en France s'ils veulent pouvoir opérer en France. Oui. Et donc, quand on est français, on ne doit passer que par ces opérateurs-là. C'est-à-dire qu'ils nous demandent, quand on crée un compte, justificatif de domicile, carte d'identité, il y a tout un tas de documents qui sont demandés pour que le compte soit validé à l'ouverture. Donc, normalement, en tout cas, si on passe par eux, ce sont les opérateurs agréés et eux respectent les règles, c'est-à-dire on ne fait pas de paris sur le nombre de corners d'un match, sur le nombre de cartons jaunes, ça c'est interdit en France. Il y a plein de règles en fait. En France, on a le droit de parier que sur les faits de jeu positifs et collectifs. Voilà, ça fait partie, parce que ça ne peut pas influencer ce qui va se passer sur le terrain. En tout cas, voilà, donc ça fait partie des choses qui sont importantes. Malgré tout ça, on sait qu'il y a plus de 5 millions de Français chaque année qui parient sur des sites illégaux. Et parfois même sans le savoir, en fait. Parfois même sans le savoir, parce que vous allez sur Facebook, Instagram ou autre, il peut y avoir des sites qui vous ciblent. Vous croyez que c'est autorisé parce que vous avez une pub qui arrive et vous créez un compte. Normalement, ils n'ont pas le droit de vous permettre de créer un compte en France. Mais voilà, il suffit de passer par un VPN ou autre et c'est assez simple finalement de créer ou de passer par des sites sans même parfois s'en rendre compte, en fait. Kevin Vessière, donc le football va être particulièrement touché par ces problèmes. Comme ça a été évoqué, c'est l'événement phare en tout cas de cette année, 5 milliards de téléspectateurs. J'avais vu une récente enquête de YouGov qui faisait un peu le tour, en tout cas au niveau du public qui serait intéressé. Il y a 42% d'un public adulte qui souhaite regarder un match de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ça va augmenter nécessairement le nombre de paris sportifs. Après, effectivement, en France, heureusement, c'est régulé. Après, effectivement, sur d'autres marchés, vous pouvez avoir des paris qui sont un peu plus farfelus sur les faits de match. Boris Lebos, suffisamment régulé ce secteur ou pas alors ? Je pense que sur des grands événements comme la Coupe du Monde, vous avez raison, c'est assez bien encadré. En revanche, quand on va sur des manifestations sportives un peu plus, qui passent un peu plus sous les radars, là, on s'aperçoit qu'effectivement, il peut y avoir des pratiques de trucage, finalement, des rencontres. Ah oui, donc là, c'est les sportifs qui truquent.
En fait, c'est les organisateurs de paris qui peuvent s'arranger pour truquer les manifestations sportives, en tout cas les résultats. Oui, donc avec l'accord des sportifs. Jusqu'aux joueurs qui est obligé d'être un peu partie prenante dans l'affaire, effectivement. Et il y a eu des affaires dans le calcio et dans le football, dans le championnat de foot italien. On a vu des choses dans le handball en France. Il y a plein de choses. Par des joueurs eux-mêmes. Exactement, ouais. Et tout ça est souvent organisé par des organisations criminelles qui sont basées souvent en Asie du Sud-Est, d'origine chinoise, mais basées au Cambodge ou au Myanmar, au Laos, et qui ensuite, parce qu'il faut qu'il y ait des relais derrière, des gens qui parient sur les résultats, donc eux, ils ont toute une main-d'œuvre derrière qui est capable de parier sur les résultats à un moment donné et très rapidement. Et je sais qu'Interpol a par exemple mis au jour un réseau criminel de cette nature en 2024. Ils ont interpellé 5000 personnes dans une vingtaine de pays. Vous voyez, donc c'est vraiment des choses extrêmement structurées. Alors, juste un mot quand même, Aurélie Dièvre, sur le fait que ces opérateurs participent également à la politique de prévention des personnes qui peuvent être addictes. Oui, tout à fait. Encore une fois, ils travaillent conjointement avec l'ANJ pour essayer Donc on leur prend un peu d'argent ? Non, mais en fait, ils identifient surtout les joueurs et la façon dont jouent les personnes. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui va jouer la nuit, ça leur met une alerte et ils vont aller jusqu'à presque contacter les joueurs pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème d'addiction. Et ça, c'est des règles qui sont établies avec l'ANJ. Et d'ailleurs, ça pose pas un problème, mais un sujet qu'ils ont soulevé pour la Coupe du Monde là, c'est-à-dire qu'il va y avoir des matchs en pleine nuit en France. Donc ils sont en train d'adapter tout ça. Mais avec l'IA, ils mettent en place des systèmes de surveillance très précis et très poussés. Avec le temps, c'est de mieux en mieux, en fait. Donc, et l'ANJ aussi a mis en place une plateforme, ils viennent de l'annoncer, sur comment justement suivre le plus possible grâce à l'IA tout ce qui se passe, que ce soit l'effet de match, que ce soit l'addiction. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on arrive à suivre. Donc oui, c'est en tout cas quelque chose que les opérateurs sont obligés de suivre de très près. Un marché comme l'Afrique, Kevin Vessière, c'est un marché qui pourrait être captif de plus en plus dans les années qui viennent ou pas ? C'est vrai qu'on n'a pas vu en tout cas de pays africains sur le graphique que vous avez pu montrer. Par contre, ce qui est intéressant avec l'Afrique, c'est qu'il y a le Maroc en tout cas qui devient une puissance organisatrice d'événements sportifs de plus en plus importants. On a pu le voir à travers la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez le Sénégal qui va organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse à la fin de l'année aussi. Donc, en tout cas, l'Afrique est aussi du fait que ça va devenir un bassin de population qui va augmenter à travers les prochaines années. Ça peut être un marché, en tout cas, également porteur et un nouveau terrain de jeu pour ces paris sportifs. Je voudrais juste qu'on maintenant passe à une autre forme de paris, ce qu'on appelle les marchés de prédiction, où là, on rentre par contre dans la finance et toutes les opérations financières qui existent. En gros, c'est simple. Ce n'est pas seulement un pari que je fais, c'est un contrat que je passe sur un pari, contrat que je peux revendre à tout moment ou que je peux racheter à tout moment, même pendant le cours de match. Je voudrais qu'on écoute le professeur Ronald Richlack, un Américain de l'Université de Mississippi. Il s'exprimait le 23 avril 2026 sur ce qu'on appelle les jeux de prédiction. On l'écoute. Je pense que la différence principale entre un marché de prédiction et une forme traditionnelle de paris sportif, c'est que le marché de prédiction permet de parier sur son équipe pour l'emporter. Par exemple, l'équipe de l'Université du Mississippi contre celle de l'Université de Louisiane. On peut acheter ce contrat prédictif aujourd'hui, puis le revendre en août, ou encore le racheter en plein milieu du match. Cela ne se limite pas aux paris sportifs. Ces marchés prédictifs concernent les élections d'hommes ou femmes politiques, ou même les frappes militaires. Il y a eu un cas récemment où une grosse somme d'argent a été transférée juste avant une frappe, ce qui suggère que certaines personnes avaient une connaissance précise qu'une frappe allait avoir lieu. Elles ont donc parié dessus. La plateforme Kalshi refuse maintenant de leur verser ces gains. Alors donc c'est un phénomène qui se développe de plus en plus avec des plateformes comme Kalshi, comme Polymarket, qui sont essentiellement aux États-Unis. Regardez ce chiffre qu'on va vous montrer. Le volume des transactions sur les marchés de prédiction, il est de près de 28 milliards de dollars entre janvier et octobre 2025. Boris Lebeau,
à surveiller cette tendance? Oui, plutôt, oui. Il me semble que c'est vraiment une forme de démocratisation des pratiques de la finance spéculative, en fait, qui nous arrive là, avec ces plateformes-là. Et évidemment, on peut parier un peu sur tout, sur l'avènement d'une catastrophe climatique, l'assassinat d'un dirigeant politique, et vous imaginez bien tous les délits d'initiés qu'il peut y avoir, l'interviewé en parle là. Et là, c'est quand même des pratiques qui doivent nous interroger, à la fois parce qu'elles sont très douteuses sur le plan moral, et que quand on connaît la forte imbrication entre le pouvoir politique et le monde des affaires dans le domaine des jeux d'argent, on peut quand même s'inquiéter de ce rapprochement à travers ce type de plateforme. Donald Trump était aussi un ancien tenant de casino. Et alors, visiblement, il serait plus ou moins mouillé par ces délits d'initiés. Bon. Ce qu'il faut préciser, parce que ça part des États-Unis, c'est que la législation concernant les paris sportifs, c'est une législation qui appartient aux États, la Californie, le Texas, etc. Les jeux de prédiction, c'est une législation nationale parce que ce sont des produits financiers, donc une législation fédérale. Aurélie Dièvre, vous craignez aussi que ça arrive en Europe plus largement ? Alors, je ne suis pas sûre, parce qu'en Europe, déjà, quand on voit les paris sportifs qui sont très régulés, il y a même des pays qui les interdisent. L'Italie, ils interdisent complètement les paris sportifs. Donc, je ne sais pas si ça va être autorisé. Par contre, ça va arriver. C'est déjà là. Mais Est-ce que Polymarket ou Kalshi frappent à votre porte de Sportsora ? Alors non, pas du tout. Pour l'instant, on ne les connaît pas du tout. Mais notamment parce que eux, typiquement, ils ne sont pas du tout réglementés. Ils participent pas. Ils n'ont pas de taxes puisqu'ils n'existent pas en fait dans l'écosystème. C'est des produits financiers français, voilà. Et puis c'est de la crypto-monnaie. Donc nous, évidemment, on favoriserait pas du tout leur entrée en France, notamment parce que ils vont opérer sur par exemple du sport, alors qu'aucun revenu ne va revenir au sport français. Donc c'est typiquement. Alors c'est vrai que c'est pas autorisé en France. Mais c'est vrai aussi que j'ai regardé les deux sites Polymarket et Kalshi. Polymarket, je crois, est en français, alors qu'il est interdit. Mais après tout, moi, je prends un VPN et je peux jouer sur Polymarket ou Kalshi. Kevin Vessière. Oui, mais après, comme ça a été rappelé en tout cas sur le plateau, c'est que ces pratiques, elles vont arriver en France. Après, on a la chance d'avoir un milieu assez régulé. Et après, il faudra en tout cas mettre en place aussi des moyens et des barrières pour aller outre ça. Mais après, effectivement, contre un VPN, on ne peut pas faire grand-chose. Boris Lebeau. Oui, c'est vraiment une dynamique qu'on voit comme ça se mettre en place. C'est-à-dire qu'effectivement, heureusement qu'on a des régulateurs publics, notamment en Europe, parce que c'est moins vrai ailleurs et c'est plus problématique, qui viennent essayer de contrecarrer ces choses-là. Mais quand on met bout à bout les choses, la numérisation croissante du secteur des jeux, le fait de payer avec des crypto-monnaies qui font qu'on ne peut plus tracer les flux qui sont mis en jeu, qui circulent sur ces réseaux, et l'appât du gain de ce genre de plateforme, il y a fort à craindre qu'elle perce quand même un petit peu. On les voit pas en Asie ? Elles doivent exister en Asie. Là, j'ai pas enquêté moi, personnellement là-dessus, mais elles doivent exister parce que par essence, elles ont une capacité de diffusion qui est internationale en réalité. Et ce que j'allais dire, c'est ce qui fait extrêmement peur, c'est que en fait, ça ne peut que manipuler l'effet sportif. C'est-à-dire en fait, les sommes d'argent sont tellement énormes que n'importe quel joueur, même de foot, peut être intéressé, peut être tenté. Voilà, c'est normal en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lui dire, tu peux gagner tant si tu prends un carton jaune. Donc c'est facile d'avoir un carton jaune quand on est joueur ou même un carton rouge. Voilà, et du coup, c'est. Donc pour vous, le risque, c'est aussi un risque de corruption. C'est ça, de manipulation sportive. Moins c'est régulé, oui, corruption du coup derrière, mais moins c'est régulé et plus il peut se passer ce genre de choses. Alors après, pas blanchiment d'argent et tout ça. Mais... Non, mais j'ajouterais qu'il y a un risque traditionnel qui est lié au sport, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de circulation monétaire, qu'on a parié sur un match, on peut influencer le cours du match, mais il y a des risques de déstabilisation politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, imaginons que des mafias aient parié sur l'assassinat d'un chef d'État, beaucoup d'argent et qu'ils aient les moyens, par un certain nombre d'affluences, d'arriver à leur fin. Vous voyez, c'est ça qui peut arriver. Alors, Kalshi, par exemple, a bloqué le pari sur les frappes. C'était essentiellement les frappes sur l'Iran, on est d'accord. Donc, il y a en effet, ce que vous disiez aussi, de fait des délits d'initiés, puisque des gens savaient sans doute qu'il y aurait des frappes sur l'Iran. Oui, il y a des gens qui savaient qu'il y avait des frappes sur l'Iran et quel jour exactement il y a des paris qui ont été émis là-dessus. Donc c'est quand même assez inquiétant. Là. Ouais. Je suppose qu'un pays comme le Parti communiste chinois à la tête de la Chine
ne va pas autoriser ce genre de plateforme, d'autant plus qu'elles sont américaines. Après, est-ce que les Américains ont intérêt à pousser ces plateformes ? Eh ben, vous savez, aujourd'hui aux États-Unis, c'est plutôt les courants libertariens qui sont au pouvoir. Donc on a d'un point de vue idéologique, politique et toute cette sphère de la technologie, une espèce d'amalgame là de gens qui sont assez pour développer ce genre de choses. D'ailleurs, les grands patrons de la tech ont investi dans Polymarket. Ah oui, donc ils ont intérêt au développement. Ils ont des intérêts dans ces plateformes. Ouais. La Chine ne laissera sans doute pas faire ça. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.